de cette édition lutte contre le gaspillage alimentaire, la transformation des produits locaux comme palliatif. Nous parlerons du phénomène des congés anticipés. Des élèves se sont illustrés hier en chassant leurs camarades des classes. Et pour clore le chapitre des titres, nous irons à la rencontre de Jean-Luc Kwame, jeune tisserand atypique dans la commune de Koumassi. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Pour proposer des produits naturels à consommer, nombreux sont aujourd'hui les particuliers qui se lancent dans la transformation de produits locaux afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les précisions avec Denis Kouman. La tomate, le piment, l'aubergine, le gombo, la banane plantain sont autant de produits vivriers que l'on peut trouver sur nos marchés. Des produits saisonniers difficiles à conserver pour bon nombre de ménages. Si par ailleurs, les produits sont disponibles sur les marchés, la transformation, elle, reste un enjeu majeur. Surtout que l'agriculture est une chaîne de valeur, à savoir la production, la valorisation, la transformation et la commercialisation des produits. Aujourd'hui, bon nombre de structures s'attellent à la transformation des produits vivriers. Nous avons mis sur le marché 4 produits qui sont des sauces, toutes prêtes à la consommation. Nous appelons des sauces de table, prêtes à être consommées, sans conservateur, sans additifs, sans colorant. Donc produits 100% naturels. C'est une façon aussi pour ces entrepreneurs de garantir des revenus certains aux cultivateurs tout en sauvant leur production. Ça aide les producteurs, les agriculteurs qui souvent ne gagnent pas grand-chose parce que les produits leur restent entre les mains et ça se gâte. Et donc pour nous, on peut absorber ça en grande quantité et leur permettre aussi de gagner leur vie correctement. La normalisation du processus de transformation est un aspect important dont les transformateurs doivent tenir compte pour garantir la sécurité alimentaire. Si le pouvoir aider les transformateurs à avoir des petits locaux qui sont adaptés, qui sont aux normes surtout, je pense que le secteur des PME ivoiriennes, ça allait prendre un boom, ça allait avancer normalement. Le secteur du vivrier est majoritairement détenu par les femmes. La transformation des produits contribue à améliorer l'environnement des affaires du secteur agroalimentaire et participe à l'autonomisation de la femme tant souhaitée par les autorités. À la clôture du 5e recensement général de la population de l'habitat, la Côte d'Ivoire tutoie les 24 millions d'habitants. Cette annonce a été faite par le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Mme Kaba Niali. Elle a relevé que cette opération s'est bien déroulée dans l'ensemble, mais quelques zones de l'ouest du pays ont été difficiles d'accès à cause de la forêt et de la pluie. Pour rappel, cette opération de recensement prévue se dérouler du 8 au 28 novembre a été prorogée jusqu'à aujourd'hui 7 décembre. C'est bientôt la période de fête de fin d'année. Le phénomène des congés anticipés bat son plein. De fait, hier aux environs de 8h30 au lycée moderne de Béoumi, s'est produit un incident. Des élèves non identifiés ont orchestré des troubles en lançant des projectiles sur les toitures des classes, obligeant les autres élèves et les enseignants à sortir précipitamment pour se mettre à l'abri. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, les cours n'ont pu reprendre car tous avaient regagné leur domicile de peur d'essuyer des jets de pierre. La situation était à Sakassou et dans certains établissements d'Abidjan, pendant que dans d'autres villes, l'heure est à la sensibilisation pour respecter la date des congés fixés au 17 décembre prochain. Le ministre des Transports Amadou Koné a réaffirmé l'engagement et la détermination du gouvernement à poursuivre la lutte contre l'incivisme routier occasionnant de nombreux accidents de la circulation. C'était à l'occasion de la présentation du projet du budget 2022 de son département devant le Sénat le dimanche dernier à Yamoussoukro. Rappelons les actions déjà menées dans le cadre du plan quinquennal 2021-2025 de la stratégie nationale de la sécurité routière. Depuis son adoption au Conseil des ministres le 7 juillet 2021, le ministre a insisté sur la poursuite des actions de sensibilisation et de répression contre les infractions au code de la route. Et si on s'intéressait à l'artisanat,
Contrairement aux tisserands traditionnels qui se servent souvent d'outils précaires comme moyen de travail, des jeunes tisserands dans la commune de Koumassi apportent une innovation dans cette activité avec des navettes roulantes composées de 6 pédales. Une innovation qui pourrait révolutionner le secteur d'activité. Christian Okra. Une navette hors du commun avec des roues et plusieurs pédales. Une innovation faite localement par un chef tisserand. Quand on sait tous les efforts qu'un tisserand classique fait pour produire, on se rend compte que ceci est une révolution dans l'artisanat qui pourrait être bénéfique aux pratiquants de cet art. Nous avons innové déjà même par la navette avec laquelle nous confectionnons, n'est-ce pas, le pain. Aujourd'hui, partout où vous arrivez, on ne va pas trouver une navette de tissage où il y a 6 pédales. On travaille avec 6 pédales, ce qui nous permet, n'est-ce pas, de façonner des designs vraiment exceptionnels et vraiment au goût du client. Et nous personnalisons, n'est-ce pas, tout le pain que nous tissons. Voilà. Donc les couleurs se font pendant que nous sommes en train de tisser. Donc chaque couleur est différenciée par un fil de couleur déjà, qui est déjà préparé avec lequel nous tissons. Le tissage de pain tradit moderne est un métier qui nécessite de la créativité. Le tisserand doit disposer d'une grande habileté manuelle qui demande du temps dans l'apprentissage. Déjà, ceux qui veulent venir apprendre le pain tissé, il faut aimer le travail d'abord. Il faut aimer, ne vois pas parce que c'est une histoire d'argent, tu vas rentrer. Dès que si tu aimes le travail que tu viens, je pense que ça peut se passer facilement pour toi. On rencontre souvent les œuvres des tisserands durant les expositions dédiées aux artisans ou dans certains magasins de textiles. Visiblement, le métier, loin d'être périlleux pour ceux qui l'exercent, nourrit son homme. Déjà, moi-même, vous me voyez déjà, je suis habillé dedans. C'est dans ça que je paye le corps de mes enfants, je paye ma maison. Franchement dit, je ne tends pas la main à quelqu'un, donc je pense que ça nourrit son homme. Mais je pense que si l'État pense en nous, on pourra faire de ça une industrie en Côte d'Ivoire. Il faut noter que cette machine à tisser mobile est un prototype. Un projet de fabrication de masse est en cours, en attendant une aide financière de l'État. Une série de sensibilisation des populations de Port-Boué, Cocody, Abobo et Yopougon a été faite par le ministère de la Salubrité. C'était en prélude de la 48e édition de l'opération Grand Ménage. L'objectif est d'emmener les populations à adopter un comportement éco-citoyen en rendant leur cadre de vie sain pour éviter les maladies et leur permettre de passer d'agréables fêtes. Soulignons que la cérémonie officielle de lancement de la 48e édition de cette initiative, dont le thème est intitulé « Pour bien fêter, j'assainis mon cadre de vie », aura lieu le 18 décembre prochain à Séguila, dans la région de Woroba, dans le nord du pays. Covid-19 à présent, alors que tous semblent l'oublier peu à peu, le coronavirus, lui, se signale sous une mutation généralement plus contagieuse que la précédente. Que pensent les citoyens de ces incessantes mutations? Sylvette Alla a voulu le savoir. Delta, Lambda, Beta, Omicron et j'en passe, le virus gagne du terrain. Les vaccins pour le combattre doivent être sans cesse actualisés, à défaut d'en attendre de nouveaux. La Covid gangrène le monde et dans son sillage, des morts et des vivants traumatisés, effrayés, angoissés ou inquiets en fonction de la capacité de chaque individu à percevoir le mal du siècle. Je suis très inquiète par cette évolution-là, parce qu'on constate que ce virus ne fait qu'évoluer. Voilà, quand on trouve des vaccins, et ce virus-là arrive à muter. Voilà, on ne comprend pas. Vraiment, moi, ça m'inquiète parce que le vaccin n'agit pas si c'est une nouvelle forme. Donc, vraiment, c'est inquiétant. On a vraiment peur de ce qu'il vient, puisqu'il n'y a pas encore de vaccin et que ceux qui sont vaccinés contre la Covid ne les protègent pas contre ces dérivés. On a lieu d'avoir peur. Le corona prend une autre forme à chaque moment, à chaque heure. Donc on a peur. Nous les enfants, nous avons peur. Depuis son apparition dans notre pays en mars 2020, chamboulant ainsi nos vies, la Covid est devenue la préoccupation de tous. Jusqu'à quand va-t-elle nous traumatiser? Faut-il feindre, comme certains le proposent, de l'ignorer, elle qui alimente toutes nos conversations,
Un fait est cependant rassurant. Nos enfants désormais savent comment la tenir loin d'eux. On doit se protéger régulièrement, vraiment, on doit se laver les mains. On doit avoir un cache-nez toujours. Pour sortir ou ne pas sortir, il faut toujours mettre au moins 1 mètre de distance pour ne pas avoir cette maladie, car cette maladie elle est contagieuse. Même s'il est vrai qu'il a fait classer au calendrier grec certaines maladies pour obliger à concentrer toutes nos énergies sur lui, il faut peut-être garder espoir qu'un jour très proche, le virus de la Covid-19 soit lui aussi passé dans nos vies quotidiennes, et cela va dépendre de nos capacités d'adaptation ou de réadaptation. Covid-19, toujours 2 nouveaux cas sur 873 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs. 11 guéris et 0 décès ont été détectés. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 61 826 cas confirmés, dont 60 875 personnes guéries, 706 décès et 238 cas actifs. À l'étranger, les évêques togolais manifestent un refus catégorique face à la mise en place d'une obligation de test PCR ou de passe vaccinal à l'Église. Malgré l'entêtement de l'État, les évêques catholiques et quelques églises évangéliques refusent de se plier à la demande du gouvernement et le bras de fer se durcit. Par ailleurs, les fidèles ne comprennent pas pourquoi l'accès aux bars, restaurants, marchés et lieux de funérailles ne fait pas l'objet de la même exigence. Continuons dans cette lancée car l'urgence de cette pandémie doublée par la mobilisation des moyens pour y faire face a perturbé les services de lutte contre le paludisme. Selon de nouvelles données publiées par l'Organisation mondiale de la santé, l'augmentation importante du nombre de cas d'infection au paludisme ainsi que le nombre de décès aurait été entraîné par cette situation. Malgré les défis imposés par la Covid-19, des accomplissements dans la lutte contre le paludisme peuvent être soulignés. Le premier vaccin contre le paludisme a été recommandé par l'OMS en octobre 2021. 3/4 des moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués dans les pays où la transmission du paludisme est au niveau modéré. Au Burkina Faso, dans le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, les témoins se succèdent à la barre. Déjà 25 témoins sur la centaine ont été entendus par le tribunal militaire. Lundi dernier, c'était le tour de Laurent Ilboudo, Chaudessa et François Zumbeda, 3 membres de la garde républicaine des rescapés de la tuerie du 15 octobre 1987 de témoigner. D'après le dire, le jour du coup d'État, ils étaient tous aux côtés du père de la Révolution de 7 h jusqu'à sa mort autour de 16 h au Conseil de l'Entente. Quand surpris par les assaillants, ils n'ont pas pu réagir. Arrêtés puis libérés au lendemain du coup d'État, ils mettent en cause devant le tribunal les membres de la sécurité rapprochée de Blaise Compaoré et le soldat Bossobé Traoré de la garde rapprochée de Thomas Sankara, présentés comme l'indique des assaillants. C'est ici que s'achève ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Prenez soin de vous, à demain.